Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, le premier depuis la nomination du gouvernement Soumino II. Et ce soir, nous commençons avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, parce que la sécurité est une des questions fondamentales sur laquelle nous travaillons. Et dans l'exercice de ce soir, nous aurons évidemment l'occasion de refaire le tour de la question avec un point, un focus sur la situation dans les deux provinces qui sont sous contrôle de forces d'occupation. Nous reviendrons notamment sur l'évolution des discussions, mais aussi, vous avez suivi avec nous les rapports qui sont sortis récemment et qui ont documenté des cas de violation massive de droits de l'homme, notamment le ciblage des certaines ethnies. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, mais après, nous aurons aussi l'occasion, avec le vice-premier ministre, de parler de l'évolution de son programme de lutte contre la criminalité et les banditismes urbains. Il avait eu pour ce faire l'occasion de faire le tour de certaines provinces, et parce que ça reste une question cruciale, il aura l'occasion de nous dire quelques mots là-dessus, mais aussi il pourra répondre à d'autres questions qui relèvent de son secteur. Monsieur le vice-premier ministre, merci de votre disponibilité à nouveau ce soir pour qu'on puisse faire le tour de la question dans un contexte de rentrée scolaire. Vous avez noté hier que la rentrée scolaire s'est plutôt déroulée dans les calmes dans toutes les provinces de la RDC. Il y a évidemment de problèmes dans des provinces sous occupation, mais c'est consécutif aux recommandations formulées à la fois par le président de la République et la première ministre de maintenir un cadre de dialogue social avec les différents corps sociaux. C'est aussi donc l'occasion de remercier tous les partenaires avec lesquels nous travaillons dans les secteurs de l'éducation. Monsieur le vice-premier ministre, avant que je vous donne vos mots pour ce soir, pour commencer, hier, vous et nous avions passé la journée aux côtés du président de la République, mais aussi de tous les chefs des institutions, pour rendre hommage à deux vaillants officiers qui sont décédés sur le champ de l'honneur, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Peter Chirimwami, mais aussi les générales Zaché Rugabisha. Nous étions au Palais du Peuple, puis au cimetière, pour voir de quelle manière la République remercie ceux qui décident de se sacrifier pour eux. On peut regarder ces images et puis, évidemment, on prendra une réaction du vice-premier ministre à ce sujet, qui a été l'autorité directe du gouverneur militaire avec lequel il a travaillé. Et nous espérons que tous ceux qui ont suivi la cérémonie d'hier voient quelle est la place que la République réserve pour ceux qui choisissent de la défendre jusqu'au bout, et pour ceux qui choisissent, en tout cas comme nous, de rester mobilisés, vous sûrement aussi, contre cette agression que nous subissons dans l'Est de la RDC. Monsieur le vice-premier ministre, le gouverneur Peter Chirimwami, vous avez eu l'occasion de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en sa mémoire après la cérémonie en hommage qui lui a été rendue hier au Palais du Peuple, aux côtés justement de cet autre vaillant officier qui est décédé au front? D'abord, bonsoir et merci de l'opportunité, de l'invitation que vous m'avez faite ce soir pour être parmi vous et pouvoir communiquer avec les téléspectateurs de la RTNC à travers toute la République démocratique du Congo. Hier, c'était une journée remplie d'émotions. D'émotions parce que nous avons honoré de vaillants généraux, vaillants fils de la République démocratique du Congo, qui ont donné de leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la République face à cette agression barbare d'une armée étrangère accompagnée de ses supplétifs qui ont décidé de semer le malheur et le désastre sur le territoire de nos ancêtres et qui font subir cela à nos populations. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le général gouverneur Chirimwami à plusieurs reprises lors de mes différentes missions dans la province du Nord Kivu à deux titres, en tant que conseiller principal du chef de l'État au collège politique, mais aussi, et là j'avais une autorité sur lui en tant que
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'était un brave. Alors là, vraiment un brave. Et je reste convaincu que ce jour-là où il nous a quittés, c'est sa bravoure et sa volonté de défendre notre peuple, de défendre notre territoire, sa volonté de réduire l'influence des ennemis qui l'a exposé à cette situation-là. Il a pris son courage, il est allé au-devant du front. J'étais en communication avec lui, je crois, une ou 2 heures avant ce triste événement, lorsqu'il avançait vers Saké, et très confiant que avec son leadership, il allait encourager ses hommes et ses troupes à aller de l'avant, à défendre la ville de Goma, parce que les menaces devenaient de plus en plus fortes sur cette ville-là, et il était encourageant. Et il me rassurait même qu'ils sont en train de tenir bon, et quelques heures après, on a appris qu'il avait été touché, il fallait l'évacuer. Et aujourd'hui, la République a décidé de les honorer, lui et son compagnon qui est décédé, lui, dans le territoire de Calais, dans pratiquement les mêmes conditions, avec la même détermination. Et c'est dire qu'on a des vaillants officiers dans notre armée. C'est dire que notre cause est juste parce qu'ils décident et ils sont convaincus, ils continuent à être convaincus qu'au prix du sacrifice suprême, la République est à défendre, notre combat est juste et nous allons vaincre. Et nous avons ce devoir de les honorer, et la meilleure manière de les honorer, c'est d'aller jusqu'au bout, aux côtés et derrière le président de la République, chef de l'État, pour atteindre notre objectif de souveraineté, de liberté et d'indépendance. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. C'était aussi l'occasion, sûrement que vous l'avez vu, pour le Président de la République d'inaugurer le repos du soldat, le cimetière destiné à accueillir ceux qui s'y dévouent pour la défense de la patrie. Monsieur le Vice-Premier ministre, avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour où nous allons faire le tour de la situation sécuritaire, mais tout à l'heure, vous avez ouvert un atelier sur les mécanismes de stabilisation des institutions provinciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que nous savons que les provinces sont tout le temps secouées par des crises de collaboration entre gouverneurs et présidents des assemblées provinciales et d'autres structures provinciales. Effectivement, c'est depuis la conférence des gouverneurs qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, que le président de la République avait pris des instructions qui nécessitaient à ce que le gouvernement puisse s'engager à un encadrement des provinces et des institutions provinciales, un encadrement permettant à leur stabilité. Et c'est le travail que nous faisons de façon assez rigoureuse au niveau du ministère de l'Intérieur. Et au cours du 44e Conseil des ministres, la question est revenue dans les débats, et une nouvelle instruction a été donnée qui a permis à ce que le ministère de l'Intérieur puisse présenter certaines orientations qui pouvaient permettre à ce que les institutions provinciales puissent se mettre dans un état d'esprit de convivialité qui allait concourir à la stabilité de ces institutions-là. C'est comme ça qu'il a été aussi initié et décidé que nous puissions organiser un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs de ces institutions, accompagnés des institutions ou des services du ministère qui ont la responsabilité de les gérer. Et nous avons décidé d'organiser un atelier de renforcement de capacité engagé sous la thématique de la stabilité et du fonctionnement des institutions provinciales. C'est ainsi que nous avons invité les gouverneurs des 26 provinces, donc des 25 provinces et de la ville de Kinshasa, ainsi que les bureaux
les 5 membres des bureaux des assemblées de ces différentes provinces et de la ville de Kinshasa. Nous les entretenons pendant 2 jours dans cet atelier sur différentes thématiques qui va permettre à ce que nous puissions avec eux en sortir avec un engagement consensuel et ferme sur des directives qui vont permettre à ce que nous nous convenions sur une stabilité de ces institutions et une collaboration conviviale entre l'organe de contrôle et l'exécutif, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et cela, nous le voulons pour leur permettre de travailler et de produire, de livrer les différents programmes de développement qui sont attendus de ces différentes provinces, parce que effectivement la politique de la territoriale actuelle de la décentralisation veut que le développement soit conçu, créé à la base au niveau de ces différentes entités territoriales. Et pour que cela soit une réalité, il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour permettre à ce que ces programmes de développement non seulement soient conçus, mais soient aussi exécutés, de même que ceux qui viennent du gouvernement central. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. À présent, si vous pouvez nous brosser rapidement, plus ou moins, le tour de la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons suivi, notamment, nous avons travaillé ensemble sur les différents incidents qui se sont passés dans le Rutshuru, où on a noté qu'il y avait un ciblage ethnique. Il y a des rapports, notamment de Human Rights Watch ou du Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme, mais aussi la situation à Uvira. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en grande partie pour ces provinces, mais aussi l'évolution du processus de la lutte contre la criminalité et les banditismes urbains dans nos différentes villes? Bon, il y a les territoires occupés, et on va commencer par là. Je crois qu'en ce qui concerne les territoires occupés, que ce soit dans la province du Nord ou du Sud Kivu, la situation sécuritaire est pratiquement la même en termes de violation des droits de l'homme. Nous continuons au jour le jour à enregistrer les différentes violations des droits de nos concitoyens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles d'insécurité. Il faut dire que ce soit les rafles et les enlèvements des jeunes gens continuent pour les enrôler de force dans les mouvements armés. Effectivement, le respect aussi, malheureusement, du principe de cessez-le-feu reste encore tout un challenge. Et à côté de cela, la mise en place de l'administration parallèle continue à se mettre en place. Nous avons vécu en début de cette semaine la rentrée scolaire. C'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur les territoires occupés ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement, ce qui aura un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. Donc, en somme, c'est cette situation que nous avons souvent relayée qui continue avec les différentes violations des droits de l'homme et les différentes menaces. Mais de l'autre côté, les processus continuent. Ici, je dois souligner que l'équipe qui représente le gouvernement de la République séjourne toujours à Doha et les travaux avec le concours de la médiation qatari se poursuivent de jour en jour. Il y a eu des échanges conformément à la déclaration de principes qui ont débuté sur les mesures de confiance avec la problématique de la libération des prisonniers. Et ils sont évolués aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne
le principe de cessez-le-feu et les discussions continuent sur cette question-là. Alors, sur les autres provinces, je crois que nous avons tous eu à constater que nous avons quand même réussi à avoir une rentrée scolaire plus ou moins dans des conditions respectables. Un travail a été fait depuis les semaines précédentes avec le ministère de l'EPST pour arriver à trouver un compromis avec les écoles et les enseignants. Et de notre côté, au niveau du ministère chargé de la sécurisation du territoire, nous avons aussi mis en alerte tous les différents services pour que nos enfants puissent rentrer dans des conditions sécuritaires les plus convenables possibles. Concernant la criminalité, nous continuons nos différents efforts engagés à travers le programme de lutte contre la criminalité dénommé Opération Ndobo, à travers les différentes provinces, les différents commissariats provinciaux, mais nous avons déjà réussi à faire l'itinérance dans cette province. Dernièrement, nous étions dans la province du Kwilu, où nous avons partagé avec le commissariat provincial. C'est vrai que la criminalité reste un phénomène qui persiste et qui se vit et qui est combattu chaque jour. Lorsque vous parcourez les annales de la police criminelle, en termes de répression, nous avons quand même réussi, ou la police a quand même réussi à mettre la main sur un bon nombre de leaders des différents groupes organisés dans cette criminalité, qui sont aujourd'hui entre les mains de la police et qui nous permet aussi d'avoir davantage d'éléments sur les différentes mutations de ces organisations criminelles, qui sont des organisations qui ont des stratégies de déplacement et de mutation, et qui fait que des fois il faut un suivi assez approfondi. Mais la police continue à faire ses efforts et je peux rassurer nos populations que nous sommes pleinement concentrés sur ce phénomène et que nous allons continuer à le poursuivre jusqu'à ces derniers retranchements. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. Je voudrais rappeler qu'au dernier Conseil de ministres, comme de coutume, nous parlons, et d'ailleurs vous-même vous parlez régulièrement de la situation sécuritaire dans les provinces sous occupation, mais nous avions eu une intervention du ministre d'État, ministre de la Justice, qui est revenu notamment sur l'état de la justice dans ces provinces avec l'intention manifestée des occupants, de ceux qui gouvernent par crime, de vouloir s'ériger eux-mêmes en justiciers, ce qui est totalement illégal. Et si vous avez lu le compte-rendu, il y a bien des recommandations qui ont été formulées à propos, parce que ceux qui gouvernent par crime ne peuvent pas penser une seule seconde pouvoir dédoubler la justice avec une administration parallèle qui n'est dominée que par le criminel. On va commencer la série de questions avec Monsieur Éric Izamou. Merci, Excellence, de la parole. Tout le Congolais attend de retrouver la paix à travers tout le territoire national. En même temps, nous assistons à plusieurs initiatives. Je voudrais savoir si vous, au niveau du gouvernement, vous réagissez comment par rapport justement à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki, qui aussi a fait appel aux Congolais de ce côté-là. C'est la première question, et particulièrement pour le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Boma, dans le Congo central, connaît de plus en plus de vagues qui se soulèvent par rapport à la criminalité urbaine, alors que votre gouvernement a quand même réussi à faire un certain nombre de choses au niveau de Kanyama-Kasese. L'exemple avec le général Kassongo Kabwik, avec le service national, je crois. Ça porte de fruits. Pourquoi ne pas multiplier ça au travers du territoire national? Parce qu'on dit en français, si l'oisiveté est la mère de crime,
les défauts de l'esprit en est le père. Nos jeunes gens sont peut-être débordants avec leur énergie, mais il faudrait à vous, autorités du pays, de les canaliser. Merci. Voilà, sur la première question, je crois que le président de la République lui-même s'est exprimé à ces sujets. Nous avons eu, nous, l'occasion de le dire très vite. Mais si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a dit, d'abord, il a rappelé l'importance du processus de Washington et des Doha. Le vice-premier ministre pourra peut-être dire un mot parce qu'il est parmi ceux qui supervisent notre équipe qui est sur place. Ensuite, au plan interne, il a dit que c'est lui les garants et que c'est le seul à prendre l'initiative pour une quelconque forme de dialogue. Et je pense que de ces points de vue, bien au-delà de consultations nationales qu'il avait initiées, souvenez-vous de ce qu'il disait aux députés de l'Union sacrée le 22 février 2025, qu'il était ouvert. Et je pense que dans cet ordre, il avait reçu la délégation SNC-Senco. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunies. Une feuille de route a été présentée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, le moment venu, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme c'est lui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Donc voilà la précision qu'il faut apporter et que le président de la République lui-même a eu l'occasion d'être assez détaillé sur le sujet. Il faut le comprendre dans son esprit et tel qu'il l'a exprimé parce que c'est conforme à tout ce qu'il défend depuis le premier jour. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, voilà. Je crois que sur votre première question, le ministre Mouyaya a déjà donné suffisamment de détails, c'est-à-dire que la paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc il faut s'y concentrer et nous, on ne va pas se disperser pour donner la paix à nos populations. On a déjà deux processus costauds, ficelés, qui se mettent en œuvre pas de façon assez aisée, donc inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Concernant la criminalité à Boma, oui, il y a la problématique d'une certaine loisivité dans laquelle se retrouve une certaine catégorie de la jeunesse congolaise. Mais il faut aussi intégrer le fait que Boma se trouve dans une situation géographique qui l'expose aussi non seulement à la criminalité transfrontalière, mais aussi au phénomène de criminalité entre nos différentes villes et provinces. Lorsque vous menez ou nous menons de fortes opérations contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, ces groupes-là dont je parlais tout à l'heure, de ces bandes organisées de criminels, ont pour stratégie de quitter la ville de Kinshasa pour échapper à la répression policière. Et elles vont dans deux directions.
soit vers la province du Congo central, soit vers le Kwilu ou le Kwango, pour échapper au service de la police. Et elle s'y installe et elle crée aussi là-bas des cycles de criminalité. Mais il y a aussi les pays frontaliers, dont principalement l'Angola. Et c'est clairement visible, les dernières arrestations qui ont été faites dans ces différents groupes de criminels, on trouve non seulement ces nationalités-là, mais aussi en termes d'identification des citoyens congolais résidant dans telle province qui sont dans des mouvements migratoires entre les différentes villes. Depuis ce qu'on a connu dans la ville de Boma dernièrement, des événements regrettables, nous avons envoyé le commissaire général de la police nationale congolaise en mission pour inspection au niveau interne de la police. Il y séjourne jusqu'à présent. Je crois qu'il va rentrer dans les 48 heures. Nous attendons son rapport pour nous permettre de prendre des dispositions aussi au niveau interne de la police, pour permettre à ce que nous puissions corriger en interne et donner aux villes de la province du Congo central un commandement plus rassurant qui va mieux sécuriser nos populations et nous éviter de nous retrouver dans les situations dans lesquelles nous sommes retrouvés ce jour-là et permettre une meilleure répression de tous ces mouvements migratoires de la criminalité qui sévit dans la sous-région. Et je crois que ça va aider, mais l'idée de voir le service national prendre de l'ampleur dans nos différentes provinces, c'est un projet du président de la République et il y tient beaucoup et il en a fait un service rattaché à son cabinet pour pouvoir suivre et faire en sorte à ce que ce service se déploie. Il est en train de se déployer dans les différentes provinces et je crois que en termes d'encadrement de notre jeunesse, ça donne déjà des fruits et ça va continuer. Voilà, on va prendre la question de John Kanyunyu, puis ce sera Patrick Lacoué. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour la parole et félicitations d'abord pour votre reconduction. Ce n'était pas peut-être facile pour les autres. J'ai une question pour vous et une autre pour le VPM, Jacquemin Chabani. Monsieur le porte-parole du gouvernement, quel est votre commentaire sur la condamnation de l'ex-ministre et ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba? Et pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, en votre qualité des responsables de la sécurité de tous, pourriez-vous nous dire ou nous éclairer sur les dispositifs sécuritaires qui a été mis autour de la résidence du détenu, maintenant du prisonnier Moutamba? Et il y a eu des scènes de pillage vers sa résidence. Est-ce que les enquêtes ont été ouvertes à ces sujets? Merci beaucoup. Je crois qu'on doit faire un effort pour rester dans le sujet. Et il n'est pas aisé, donc, pour les membres du gouvernement de commenter une décision de justice. Je pense que ce n'est pas le cadre où on peut avoir de commentaires sur ces propos. Je crois que c'est une observation générale. Nous voulons parler de la situation sécuritaire générale dans ce pays en cette période de rentrée. On ne peut pas faire de focalisation sur un cas qui est pris en charge par la justice. Voilà. On va prendre les questions de Patrick. Monsieur le vice-ministre. Oui, juste pour vous alimenter, c'est-à-dire que depuis quelques jours, vous êtes journaliste, il avait été constaté aux alentours de cette résidence, dans ce quartier, non seulement des rassemblements, des veillées, du tapage nocturne. Les voisins s'en sont plaints,
mais aussi l'ordre public était atteint. Et accompagné de cela, une campagne de déstabilisation. Vous êtes des médias, vous devez être peut-être même mieux renseignés que les services de déstabilisation même de la rentrée scolaire. Donc je crois que face à toutes ces menaces et tous ces dangers, vous devez aisément comprendre et expliquer que l'administration responsable de l'ordre public ne pouvait que faire son travail pour sécuriser les uns et les autres. Vous avez parlé de menaces, parce qu'il n'y a pas eu comme tel pillage, mais menaces de pillage organisées à travers cette dynamique de veillée. Et il était important que la police fasse son travail. Elle a fait son travail pour sécuriser nos populations et je crois que c'est à notre avantage à nous tous. Merci. Voilà, merci. Monsieur Patrick Lacoué. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pouvons-nous dire que le Congo, la RDC, n'a pas encore résolu son problème d'identification? Puisque, il y a quelques mois, sinon l'année dernière, il y avait le processus d'obtention de la carte d'identité qui s'est brusquement arrêté. Et aujourd'hui, vous venez de le relever, qu'il y a un problème d'identification dans le mouvement migratoire entre provinces et même avec nos pays voisins. Est-ce que ce problème peut être une fois résolu? Qu'est-ce qui bloque jusqu'à ce jour, puisqu'on ne sait pas identifier qui est congolais, qui ne l'est pas? Et dans vos mots introductifs, vous avez même soulevé le problème qu'il y a sur ce clivage ethnique, notamment les Banyamulenge qui se disent qu'ils sont marginalisés. On ne sait même pas se dire, sont-ils de Congolais? Ne sont-ils pas de Congolais? C'est ça, en fait, le problème. Merci. Et je peux m'arrêter là. Voilà, merci. Bon, parce que vous parlez d'identification, ce dont je peux vous rassurer, c'est que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, est pleinement engagée dans un processus d'identification de la population. Il y a eu des initiatives sur lesquelles le ministère, à travers l'ONIP, continue à faire avancer ce projet-là. Et il faut arriver à différencier la délivrance de la carte d'identité et l'identification de nos populations. Les Congolais sont connus. Je crois que vous êtes Congolais, je suis Congolais, et nous savons que nous sommes Congolais. Donc, il ne faut pas créer une confusion sur cette question-là. Nous avons plusieurs groupes ethniques et le groupe ethnique Banyamulenge est connu et est congolais. Il ne faut pas en créer une confusion. Ça, c'est la propagande de M. Kagame qui veut en faire son fonds de commerce pour sa criminalité en République démocratique du Congo. Maintenant, en termes d'identification, je peux peut-être vous informer qu'il y a un bon nombre de programmes d'identification des personnes physiques vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mais le travail que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, c'est de créer un cadre de coordination de tous ces programmes, parce qu'au ministère de la Santé, par exemple, il y a une identification qui est en cours depuis un certain temps. Au ministère de l'EPST, nos élèves sont dans un processus quotidien d'identification. Et il y a des données au niveau de ce ministère-là. L'armée identifie, la police identifie, et ainsi de suite. Et nous créons cette coordination-là pour une meilleure gestion des différentes données. Et cela va faciliter l'institution légalement habilitée
l'ONIP pour finaliser son processus de mise en place du fichier d'identification de la population qui va amener à la délivrance des numéros d'identification qui nous concernent tout un chacun ici, et puis après à la délivrance de la carte d'identité que nous sommes en train de finaliser pour bientôt. Alors, je crois que... Oui, allez-y. Est-ce que cette base de données est interrogeable? C'est-à-dire que si aujourd'hui... Interrogeable par qui? En tout cas, je sais que c'est une base de données qui est d'abord qui doit être sécurisée. Ah, oui. Si les différents services peuvent interroger cette base de données, c'est-à-dire la police peut facilement, pour retracer, exemple, un criminel, interroger, je dis, la police de Mbandaka peut-elle interroger la base de données de Kinshasa pour un mouvement migratoire qui a eu lieu sur un groupe de gens qui sont arrivés à Mbandaka et que la police veut identifier ces personnes? Est-ce que cette police peut interroger cette base de données et avoir les réponses? Merci. Lorsque nous avions débuté ou lancé les activités sur la lutte contre la criminalité avec l'opération Ndobossi, vous avez bon souvenir, je crois qu'il y a des archives ici. Je vous avais fait état au niveau de la police nationale congolaise d'un fichier sur la criminalité en République démocratique du Congo. Et ça, il existe. Et il est bien constitué avec des données extrêmement riches. Et je peux vous dire que c'est ce fichier-là qui a permis à aujourd'hui la police nationale congolaise, à travers ses différents services, puisse mettre la main sur différents criminels et réduire sensiblement. C'était l'année passée. Ça nous a permis d'avoir un mois de décembre, principalement dans les grandes villes, plus ou moins dans une certaine quiétude. C'est pour vous dire que ces bases de données, elles existent. Et maintenant, ce sont des bases de données sécurisées. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe quelle administration qui a droit à avoir des données de ces bases, de ces éléments-là. Parce que même vous-même, vous n'accepterez pas que tous les éléments qui concernent votre identification soient mis à la disposition de n'importe quelle administration. C'est géré, et la loi le prévoit, c'est principalement l'ONIP qui en a la gestion et qui donne ou qui donnera à chacune des administrations les éléments dont elle a besoin. Mais en matière de criminalité, au niveau de la police, je peux vous rassurer que les éléments sont là. Une base de données est bien constituée et c'est ce qui permet à ce que on sait facilement identifier ces criminels. Ils sont connus, on connaît non seulement leurs habitudes, mais leur lieu d'influence. Voilà, donc, au-delà de ce que le vice-premier ministre a dit, on aura peut-être l'occasion de revenir, mais je voudrais attirer votre attention sur la dangerosité de l'introduction de votre question lorsque vous parlez de marginalisation de population Banyamulenge. Parce que dans les obsèques qui ont eu lieu hier, le colonel qui a été élevé au titre posthume de général Zaché Rugabisha était un officier. On ne l'a pas identifié comme un Munyamulenge, mais il sortait de cette ethnie. Vous avez vu les honneurs qui lui ont été rendus le même jour qu'un gouverneur, un lieutenant général. Ça veut tout dire de la considération que la République accorde à ceux qui choisissent de mourir pour la patrie. Ici, lorsqu'on le regarde comme de patriotes. On ne le regarde pas parce que tel vient d'une telle communauté ou de telle autre. Et si vous suivez tous les jours à la télévision nationale, le président de la République donne pour exemple, justement, parce que si vous en parlez, c'est parce qu'il y a un narratif développé par le président rwandais qui vise à stigmatiser cette communauté. Le 13 août dernier, moi qui vous parle, j'ai représenté les gouvernements à la célébration, à la commémoration, du massacre de Gatumba. Et je pense que régulièrement, dans Congolais Téléma,
nos compatriotes issus de cette communauté prennent régulièrement parole. C'est pour vous dire qu'au niveau du gouvernement, nous ne faisons pas des distinctions. C'est pour vous dire aussi qu'il faut faire attention sur la dangerosité de ces discours, parce que s'il faut rentrer dans la comptabilité, vous allez voir qu'il y a eu un vice-président ici de cette communauté. On a un ministre d'État ici de cette communauté. On a des députés issus de cette communauté, des vaillants militaires. Et donc, il faut faire attention pour ne pas prêter les flancs au discours de haine supposé qu'on nous prête dans un pays où nous avons 450 ethnies. Le vice-premier ministre a été, lui, au centre de la réconciliation entre Mbole et l'Angola. Dans la périphérie de Kinshasa, nous avons un conflit autour de Mobondo, les Batéké, les Bayaka. Et donc, lorsque nous parlons de ces conflits, pourquoi on ne vient pas dire « Ah, on a marginalisé tel ou tel autre ». Donc, ces vocabulaires-là, il est dangereux. C'est justement ce qui permet à l'ennemi de penser ou de trouver une porte d'entrée pour une communauté qui est en réalité victime. Parce qu'aujourd'hui, si certains compatriotes peuvent avoir des appréhensions sur nos compatriotes Banyamulenge, c'est justement parce qu'il y a un président d'un pays voisin, dans son dessein de s'aimer les malheurs et la désolation, se présente comme un défenseur d'une communauté congolaise. Alors, s'il faut compter toutes les communautés que nous avons dans la sous-région, on aura 9 agressions, entre guillemets, si c'est président de l'Angola, du Gabon, parce qu'il y a des Batéké là-bas aussi, ou des Bakongo avec le Congo-Brazzaville, s'évertue à se comporter comme le président rwandais. Peut-être que le VPM pourra nous dire un mot plus tard. Vous avez vu qu'il a reçu le haut-commissaire pour les réfugiés ici, parce que sur la question du discours de haine, sur la question des réfugiés, sur la question de la présence des FDLR, ce sont les 3 causes de la guerre. Et depuis le début, nous attelons à détricoter ces discours mensongers. Je pense que ces rappels étaient importants parce que vous êtes ceux qui nous accompagnent. Dans notre stratégie sur le front médiatique. Il faut bien qu'on fasse attention avec certains mots. Alors, Jacques Moulouba pour la prochaine question. Merci. 2 petites questions au VPM de l'Intérieur. Monsieur le vice-premier ministre, le ministre de la Communication vient de l'aborder. Lutte contre la criminalité. À la porte d'entrée de Kinshasa, dans la commune de Maluku, effectivement, il y a l'activisme de Mobondo. Et qui ont changé de mode opératoire maintenant. Ils sont en train de dévaliser les paisibles citoyens qui voyagent, qui sont en train de partir vers Kikwit, vers Kenge. Ils sont menacés. Alors, si on doit se rendre compte qu'il y a une grande conférence qui a été organisée pour mettre fin à ce banditisme de Mobondo, et aujourd'hui, les résultats ne sont pas probants. Alors la question est toute simple aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à maîtriser cette milice Mobondo définitivement? Puisque là, Kinshasa est en train peut-être de souffrir ou va souffrir dans les jours à venir. La deuxième question, c'est en rapport avec les échauffourées entre les Ouazalendo et les FRDC, dans le sud Kivu, vous avez appris. Et pourtant, les deux doivent avoir comme ennemi commun, ils sont là au front pour lutter contre un seul ennemi, mais ils commencent à se rentrer dedans. Alors vous, en tant que patron de l'intérieur, quelle est la lecture que vous en faites et surtout, quelle peut être la solution par rapport à cette situation? Au ministre de la Communication, je reviens sur la question du dialogue. Le chef de l'État, dans son adresse, a dit dialogue, oui, sous son initiative, mais non avec les Congolais inféodés au dictat des pays étrangers. Au même moment, à Doha, vous l'avez dit, les négociations ont lieu entre le gouvernement et le M23, qui est justement l'émanation d'un pays étranger. Alors, c'est une contradiction ou quoi, puisque ça fait débat dans la cité. Aidez-nous à avoir la bonne intelligence par rapport à ça. Il y a eu
À quel niveau il y a jonction? Est-ce qu'on peut continuer Doha? Est-ce qu'on peut arrêter? Quelle est l'intelligence par rapport à ça? Merci. D'accord, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Monsieur le vice-premier ministre, pour les questions qui vous étaient destinées. Merci. Alors, les Mobondo, dans la partie est de la ville de Kinshasa, il y a eu une conférence il y a quelque temps sur le sujet. J'aimerais ici souligner le fait que, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure concernant la guerre que nous vivons dans la partie est de la République, mais c'est aussi valable pour les conflits internes ou intercommunautaires. Et cela est clairement repris dans la politique nationale des règlements des conflits. La paix est un processus qui se construit dans le temps. Et dans ce processus de paix, il faut beaucoup plus être non seulement confiant, positif, mais savoir jouer avec le temps et ne pas se fatiguer à chaque fois qu'une difficulté apparaît à vous dans ce projet de construction de la paix. Donc, on ne se fatiguera jamais d'organiser des rencontres, des réunions, des conférences, des conciliabules pour rapprocher nos concitoyens et les rappeler au bon vivre ensemble. Les initiatives du passé sont des initiatives enrichissantes en termes d'expérience. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, qui a la responsabilité des gestions des populations, va poursuivre autant que possible avec un seul objectif, atteindre cette paix définitive dans nos différentes contrées. Le phénomène Mobondo est malheureusement transversal en termes de province ou d'entité territoriale. Concerne la partie est de la ville de Kinshasa. Il concerne 2 territoires dans la province du Kwilu, si je ne me trompe pas, un territoire dans la province du Kwango et aussi 2 territoires dans la province du Mai-Ndombe. Et nous, au niveau du gouvernement, nous sommes en pleine mise en œuvre de notre politique de règlement de conflits. Nous travaillons avec principalement les caucus des élus nationaux et provinciaux de ces différentes provinces. Et nous nous activons à travers des itinérances. Nous venons de faire la province du Congo il y a quelques mois, celle du Kwilu il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. Et d'ici une dizaine de jours, nous serons dans la province du Mai-Ndombe, avec l'optique, dans un calendrier assez proche, d'organiser dans ces différentes provinces, mais aussi dans la ville de Kinshasa, des forums de paix, où nous allons réunir non seulement les communautés concernées par les différents conflits, mais aussi les forces vives de ces différentes entités pour discuter encore avec elles. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le dialogue, comme l'a dit le président de la République dans cette dernière sortie. Il n'y a rien de mieux que le dialogue dans les sociétés organisées et civilisées. Donc nous allons organiser ces forums de paix pour discuter avec les forces vives de ces différentes entités et provinces. Ce sera des forums de paix provinciaux. Et cela, nous le faisons pendant que, actuellement, les forces de défense et de sécurité sont sur terrain en train de faire ce travail qui est le leur, de traquer ces différents groupes qui, effectivement, comme vous l'avez dit, se sont aujourd'hui transformés en coupeurs de route. Et nous avons l'avantage d'avoir eu le lancement de la campagne agricole, parce que toute cette zone-là, elles sont des zones principalement agricoles. Le chef de l'État a lancé la semaine passée la campagne agricole dans une partie de ces zones concernées par le phénomène Mobondo, parce qu'effectivement, il y a
cette jeunesse, ces forces, ces énergies-là qu'il faut arriver à capitaliser dans le bon sens, à les retirer dans la criminalité pour qu'elles soient des énergies productives. Et nous allons nous appuyer sur tout cela avec différents mécanismes et systèmes mis en place pour régler cette difficulté-là. Donc ici, en résumé, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas se fatiguer. Bien au contraire. Il faut nous encourager mutuellement à convaincre les différentes personnes et organisations concernées par cette problématique-là. Je peux vous rassurer que les dernières activités qui ont eu lieu sur cette question-là ont déjà démontré qu'au niveau des communautés, Yaka, Teke, Tende dans le Maïndombe et consorts, au niveau des communautés, il n'y a plus de problème comme tel. Nous avons maintenant affaire à des groupuscules qui s'organisent en coupeurs de route, en banditisme. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, les forces de défense et de sécurité sont en train de s'en occuper. Et nous allons venir après, à travers nos activités dénommées Forum de paix, pour consolider cette paix-là et la mise en œuvre, parce qu'il y aura différents programmes de réinsertion des populations qui se sont déplacées. Dernièrement, je me suis retrouvé au Congo d'en face, où j'ai dû aller rendre visite à nos compatriotes qui sont réfugiés à l'extérieur parce qu'il y a des déplacés internes ici en République démocratique du Congo, mais nous avons des concitoyens qui ont quitté le territoire national pour fuir ces violences-là et qui se retrouvent dans le pays d'en face. Et c'est tout cela que nous sommes en train de programmer, leur retour à eux aussi, leur réinsertion dans leur village d'origine. Et il faut jamais se fatiguer dans de telles initiatives, parce que la paix, elle se construit dans le temps. Alors, concernant Uvira, effectivement, nous sommes préoccupés par la situation qui s'y vit, et c'est une situation qui a un volet sécuritaire assez particulier, que je ne saurais pas trop détailler ici, mais vous êtes une chaîne nationale, la RTNC, je crois qu'on est suivi. Je pourrais rassurer les populations que le gouvernement est pleinement préoccupé par cette situation et que nous sommes en train de travailler avec non seulement le commandement général des FARDC, mais aussi le gouvernorat de la province et les différentes forces vives de cette ville martyre d'Uvira, pour que la quiétude revienne dans un temps assez court. Alors, concernant la question que vous avez posée au porte-parole du gouvernement sur Doha, lorsque le président de la République parle du dialogue des Congolais qui ne sont pas téléguidés par des forces étrangères, mais c'est tout à fait logique. Et c'est comme je l'ai dit, la paix est un processus, et nous sommes dans un processus. Doha est un processus. Il va falloir que pour qu'on dialogue bien, et nécessairement c'est un dialogue qui pourra s'organiser ici à Kinshasa, je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ici puisse concevoir que nous allons dialoguer avec des gens qui vont quitter là où ils sont, Kalachnikov, mitraillettes en main, avec des poignards dégoulinant du sang des Congolais, pour entrer ici à Kinshasa, dialoguer avec nous sur la paix. Cela est impossible. Le dialogue se fera lorsqu'ils auront abandonné tout ce qui les lie à la souffrance et au mal du peuple congolais. La souffrance et le mal du peuple congolais, c'est leur dépendance de cette puissance étrangère qui veut le malheur du Congo, et c'est logique. Voilà, avant de faire un tout petit commentaire sur ce que le vice-premier ministre vient de dire, je voudrais qu'on réécoute le président de la République à ces sujets. Je suis un homme de dialogue, et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique
qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi, toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci ou là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Jacques? Tout est clair. Je rappelle, nous avons un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington. Il y a eu une déclaration de principe, il y a eu un accord, il y a eu une déclaration du principe dont beaucoup n'ont pas parlé sur le cadre d'intégration économique régionale. À Doha, c'est là que l'on discute avec les supplétifs qui ont les armes des pays voisins. 19 juillet, déclaration de principe, et les discussions sont en cours. Peut-être que le VPM
pourra dire un mot à propos. Le dialogue, le président de la République avait reçu le prêtre en début de leur initiative. Autant il a reçu d'autres propositions, d'autres confessions religieuses. En dehors du fait que, dans ces mêmes ordres d'idées, dans cet état d'esprit qu'il a lui-même rappelé de dialogue permanent, il a rencontré l'honorable Fayulu, l'honorable Muzito. Il y a eu un comité de travail qui a été mis en place après sa réunion avec le prêtre, qui a permis d'avoir aujourd'hui une feuille de route pour prendre en charge l'autre composante, des Congolais qui n'ont pas pris les armes des étrangers. Donc tout est clair. Et ici, il faut éviter tout amalgame, toute confusion, parce qu'il y a de ceux qui cherchent la moindre occasion pour se sortir du processus. Parce qu'en réalité, tous ces processus de paix, tels qu'ils évoluent, contrarient les intérêts de ceux qui se servent des armes des étrangers pour permettre aux étrangers de profiter de nos ressources. Je compte sur vous pour une bonne communication à propos. On va prendre la dernière série de questions avec Madame Rachel Kitita, Clément Mwamba, et on terminera avec Fabrice pour une question en lingala. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. D'abord, les deux petites questions au vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Je voudrais parler de la situation de la province du Haut-Katanga. Première question, qui dirige à ce jour la mairie de Lubumbashi? Qui est maire de Lubumbashi? Parce qu'il y a peut-être une confusion, si pas de la part de l'opinion, mais on dirait que il y a un problème de lecture et de compréhension de texte. Ensuite, pour son gouverneur, le gouverneur Kiabula, que l'on a vu au 2e congrès de l'Union Sacrée, aux côtés des membres de l'Union Sacrée, à quand son retour à Lubumbashi? Deux petites questions au porte-parole du gouvernement. Je vais dire peut-être une question. C'est vrai que le président de la République a été un peu plus clair dans son discours, mais permettez-moi quand même de vous poser cette question sur la dernière tribune publiée par, on va dire, l'ancien président de la République, qui pense que c'est Kinshasa qui ne favorise pas une réconciliation nationale. Dans quel ordre vous placez cette accusation, on va dire, portée contre le régime de Kinshasa, et aussi la question des opposants qui répondent favorablement à l'appel de Thabo Mbeki en Afrique du Sud? N'est-ce pas une méthode ou une façon de crédibiliser ce processus? Écoutez, il y a l'honorable Martin Fayulu qui s'est exprimé à propos. Pour ce qui nous concerne et pour des raisons qu'on a bien avancées, nous estimons que c'est une initiative qui est inopportune. Quelle est la force des résolutions qui sortiront de là, de cette réunion? Ça ne se décrète pas sur une réunion de cette nature, ne se décrète pas ou ne s'annonce pas tel que fait sur les réseaux sociaux, parce qu'il fallait préalablement prendre des dispositions. De toute évidence, nous avons un schéma qui est clair. Je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes déjà engagés sur ces schémas qui donnent des résultats au plan diplomatique, tout au moins sur papier, et nous attendons de voir, parce que Washington ne peut pas produire pleinement ses effets si nous ne terminons pas Doha. Donc nous sommes dans des processus qui se complètent et sur lesquels nous nous focalisons. Pour ce qui concerne l'initiative du président Mbeki, on n'en accordera pas plus d'attention. De toute évidence, nous savons quelles sont ses positions, il les a exprimées publiquement. Alors, sur la tribune de l'ancien président, je pense que ceux qui veulent la paix se disposent pour la paix. Et je ne suis pas sûr que dans ses derniers mouvements, il a montré que c'était un homme prédisposé pour faire la paix. Pour le reste, c'est des commentaires parce qu'on veut trouver garder une place dans l'opinion, mais dans le cœur, parce que tout part de là, l'agenda est différent. Ce sont les actes qui l'ont prouvé, et je pense que
il y a eu des choses qui ont été dites à propos qui illustrent parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Je ne suis pas juriste pour commenter des décisions de justice, mais je voudrais ici rappeler que pour les anciens présidents, il existe une loi. Il existe une loi qui précise des devoirs, qui précise des obligations. Vous, comme professionnels de médias, regardez cette loi, ce qu'elle dit, regardez les agissements de l'ancien président et faites-vous votre propre opinion sur la responsabilité des uns et des autres. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre. Oui. Alors, le maire de la ville de Lubumbashi. Je devrais d'abord ici souligner que les maires des villes sont des territoriaux, des agents de la territoriale qui travaillent sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec qui ils ont une relation de subordination. C'est pour ça même que, même lorsqu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle, ils sont notifiés par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. C'est pour cristalliser cette relation de subordination. Et même lorsque ils obtiennent une décision de justice, c'est le ministère de l'Intérieur, à travers son ministre, qui, une fois signifié, les notifie, les installe, pour leur permettre de travailler dans ce cadre-là d'une relation de subordination. Malheureusement, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans le constat d'incidents qui vont se régler. Et ce sont malheureusement encore des incidents d'insubordination, mais ça va se régler. Il y a un maire, Monsieur Patrick, qui gère la ville. Et soyez rassurés, je rassure les Louchois que ces incidents vont trouver un règlement dans les jours qui viennent, et la quiétude va reprendre la ville. Il n'y a pas à s'affoler sur cela. C'est peut-être des manques d'expérience qui font qu'on en arrive à ce type de situation-là. Alors, concernant le gouverneur, je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'il pourra rentrer dans la ville de Lubumbashi. C'est un dossier qui est en pleine instruction. Il faut laisser les services appropriés poursuivre et finaliser l'instruction. Moi-même, à mon niveau, j'attends encore les différents rapports. Et puis, les décisions seront prises. Donc, il n'y a pas aussi à s'affoler. Il n'y a pas péril en demeure. C'est des responsabilités, autant d'être gouverneur que d'avoir la gestion aussi de la territoriale. Donc, il s'est passé des faits et les services sont en train d'instruire. Tout ça pour sécuriser nos populations, qui nous fait confiance et à qui on donne la responsabilité aux uns et aux autres de gérer. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais je voulais aussi rebondir sur les questions que vous avez posées au porte-parole du gouvernement. Je crois que la presse, même si elle aime être au milieu du village, mais il faut arriver aussi à faire ce métier de la façon la plus objective possible. Monsieur Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que Kinshasa ne favorise pas le dialogue, pendant que lui, ancien président de cette République, bénéficiant d'une loi qui lui donne des privilèges, pas des moindres, mais aussi des obligations, a pris les armes contre la République. Et ça, ce n'est plus un débat. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Toute personne sérieuse, avisée, qui suit la crise sécuritaire que vit et subit le peuple congolais, toute personne qui cherche
et qui recherche les informations sur cette crise connaît et sait qui est la personne qui est derrière cette crise. Quel rôle joue M. Kabila dans cette crise? Il en est le chef de guerre. Alors vous ne pouvez pas prendre les armes pour réclamer un dialogue. Vous ne pouvez pas tuer des milliers, faire déplacer des millions de Congolais, les faire vivre pendant plus de 3 ans autour de la ville de Goma, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez oublié ce qui s'est passé ces 3 dernières années, où les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi se sont vidés pendant plus de 2 ans, où les territoires de Masisi et de Rutshuru n'ont pas connu les élections de 2023, à la suite de l'action de M. Kabila, ancien président de la République, qui a été élu dans ce pays, qui a bénéficié du suffrage de ce pays à plus de 2 reprises. Il a décidé de prendre les armes pour tuer les Congolais. Et il ose parler de dialogue. Ça, c'est se moquer de ce peuple et de cette nation. C'est se moquer de tous ces morts que lui a occasionnés. Il faut aller voir comment les gens vivent dans ces territoires occupés. La ville de Goma, de Bukavu se vide chaque jour. Vous avez nos concitoyens qui quittent, abandonnent leur maison pour aller vivre en refuge, si pas au Burundi, en Ouganda, au Kenya. Est-ce qu'il faut ça pour obtenir un dialogue sur des préoccupations égoïstes, personnelles? C'est pas un dialogue. Donc, je considère que c'est insultant pour un ancien président de se permettre, quelqu'un qui a bénéficié du suffrage universel dans ce pays, de se permettre de dire cela après avoir pris les armes et tué les Congolais. Je vais renchérir pour terminer sur cette question, parce que j'ai vu aussi qu'on a parlé de persécution des militaires. De quoi on parle? Vous tous, vous êtes témoins des efforts consentis par le président de la République et les gouvernements pour mettre à la disposition de nos forces armées ce qu'il faut pour faire face à l'ennemi. Mais lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de résultats escomptés, alors que les moyens ont été mis à disposition, comment voulez-vous parler des persécutions lorsque l'on pense que la justice qui fonctionne, parce qu'il y a toujours une phase préjuridictionnelle, pour arriver à démêler ce qui est à la base de ce que nous constatons sur le terrain. Parce qu'il y a une volonté dans la suite de ce que le VPM disait, de monter les militaires, certains, de montrer qu'on veut être solidaire, alors qu'en réalité, c'est des problèmes qui auraient pu être résolus des années durant, qui ne l'ont pas été. Et donc aujourd'hui, dans une quête des justices, parce que justement nous voulons faire de notre armée une armée reformée qui doit monter en puissance, si les fonds ont été détournés, comme beaucoup le pensent, s'il y a eu des soupçons, et que s'il y a une volonté au niveau du gouvernement de faire que la justice vienne établir les faits à charge ou à décharge de certains, cela ne doit nullement être récupéré politiquement pour servir une cause que le vice-premier ministre a si bien décrit tout à l'heure. Nous pensons que le Congo mérite mieux. Alors on va aller avec Clément Mamba et finir avec Fabrice. J'adresse mes préoccupations au VPM de l'Intérieur. Première préoccupation, dans votre introduction, vous avez annoncé que les dialogues se poursuivent à Doha. On aimerait savoir, est-ce que cette fois-ci Kinshasa est disposé à mettre en œuvre les mesures de confiance? Parce que du côté M23, on nous accuse d'être à la base du blocage. Ils sont même partis plus loin pour dire que tant qu'il y a blocage, il y aura dialogue, mais sans l'actuel chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Deuxième préoccupation, où en sommes-nous avec le processus de désactivation des différents sites Tata Raphaël et autres, au porte-parole du gouvernement? Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de l'accord de Washington 2 mois après? À quand l'opération contre les FDLR, la levée des mesures défensives contre le Rwanda? Parce que lorsque nous regardons le chronogramme,
plusieurs échéances tendent vers leur expiration. Donc, peut-on qualifier cet accord de mort-né? Merci. Alors, je réagirai après les réponses du vice-premier ministre. Alors, le dialogue de Doha se poursuit, ou le processus de Doha se poursuit. La médiation, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, avait envoyé un draft du document de travail sur l'accord de paix. Les experts du gouvernement s'y sont rendus dans les 2 jours qui ont suivi. Et depuis lors, sont dans des échanges avec la médiation et la délégation AFC M23. Effectivement, les échanges avaient débuté sur le point de la déclaration des principes qui concernait les mesures de confiance sur la problématique des prisonniers. À ce sujet, je peux vous informer que déjà dans la déclaration de principe, il avait été identifié une institution, une ONG interne, CICR, le CICR, bien sûr, pour diriger ou gérer ces opérations parce qu'elle en est spécialisée et reconnue mondialement. Donc sur cette question-là, le CICR est déjà en contact avec les différentes parties et à son niveau aussi en interne, des travaux sont en train d'être faits. Je ne suis pas aussi autorisé à aller plus loin sur les détails, mais c'est pour vous rassurer par rapport à votre préoccupation et vous faire savoir que Kinshasa est pleinement engagé sur la nécessité de faire avancer cette dynamique. Et soyez-en convaincus, le blocage ne viendra jamais du gouvernement de la République. Bien au contraire, effectivement, ce processus ou cette mesure de confiance sera exécutée. Mais c'est pas la première fois que cet exercice se fait, peut-être pas dans ce cadre-là de détention, mais nous avons eu à le faire avec nos compatriotes, nos vaillants militaires et policiers qui étaient abrités et pris en charge par la MONUSCO dans les installations de la MONUSCO dans la ville de Goma. Ça a été fait, donc nous allons le refaire et rassurer les uns et les autres que nous sommes engagés en train de travailler pour résoudre ce principe-là qui va nécessairement satisfaire les uns et les autres. Monsieur le vice-premier ministre, vous allez peut-être continuer là-dessus, mais je voudrais relire ce qui est écrit dans l'accord de principe sur ces chapitres de mesures de confiance. Il est dit, les parties s'engagent à instaurer les conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures, notamment la mise en place avec la facilitation du Comité international de la Croix-Rouge et dans le cadre de la loi congolaise d'un mécanisme permettant l'organisation de la libération des prisonniers ou détenus d'intérêt détenus par l'une ou l'autre partie. On dit Croix-Rouge, on parle de la loi congolaise. Le vice-premier ministre est avocat, c'est un ensemble sûrement des processus qui doivent être pris en compte avant de procéder à une quelconque libération. Effectivement, donc ici il faut aussi arriver à intégrer que nous sommes un État, nous sommes un gouvernement, donc les questions de liberté, de détention sont fonction des textes légaux et des institutions qui s'en occupent. Nous avons un pouvoir judiciaire et actuellement c'est un travail de fond qui est en train d'être fait par les experts de ces différentes institutions pour donner une réponse à la procédure qui va être mise en œuvre pour arriver à l'exécution de cette question. C'est peut-être facile à comprendre différemment. De l'autre côté,
ils sont dans un état de rébellion. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'institution. Donc peut-être que c'est un individu, c'est l'ancien président Joseph Kabila qui décide et qui dicte. C'est différent ici. Donc c'est ce qui fait que il faut donner le temps aux institutions de réagir positivement à tous ces préalables. Alors, sur la question des sinistrés, ouais, c'était ça la deuxième question. Sur la question des sinistrés, nous avions lancé l'opération de désactivation des sites dans la ville de Kinshasa. Nous avions 3 sites. Lorsque nous programmions cette désactivation, nous avions dénombré 4300 ménages à désactiver. Et je peux annoncer aujourd'hui officiellement que nous avons réussi à désactiver les 3 sites où se retrouvaient les sinistrés des pluies du mois d'avril. Le site du stade Tata Raphaël, du stade Kamagnola et de Lanseli. Mais aux dernières statistiques, il y a eu 5300 ménages qui ont été concernés par cette désactivation. Et aujourd'hui, les 3 sites sont vides. Les différentes familles sont rentrées, certaines dans leur lieu d'habitation. Il y a maintenant un processus qui concerne beaucoup plus le ministère de la Santé, Urbanisme et la ville de Kinshasa sur leur réintégration dans leur milieu d'origine. Voilà, cette action, c'est la preuve que le président de la République, qui s'était personnellement déplacé et mobilisé après les conséquences de ces pluies, avait pris des engagements et ces engagements ont été honorés parce que, encore une fois, c'est les Congolais qui sont au centre de notre action. Et donc, c'est un exemple de comment la République doit répondre lorsque des compatriotes sont en danger, comme ce fut le cas du fait de cette catastrophe naturelle. Alors, à votre question sur l'accord de Washington, comme je le disais tout à l'heure, l'accord de Washington ne peut pas pleinement produire ses effets si on n'a pas fini des discussions à Doha. Alors, vous avez utilisé un terme consacré par des diplomates, je ne le suis pas. Lever des mesures de défense, ça veut dire retrait de troupes rwandaises. Même si cela n'a pas été noté comme tel, mais c'est en réalité ce que ça veut dire. Et dans ces cadres-là, il y a déjà eu des réunions. Le 30 juillet, il y a eu une réunion à Washington entre les Américains, les Congolais et les Rwandais dans le cadre du mécanisme de supervision qui est prévu dans l'accord. Parce qu'en réalité, l'accord bilatéral est signé entre nous et les Rwandais, mais les Américains ont mis en place un mécanisme de supervision. Ensuite, il y a eu, je crois, autour du 8 ou du 9 août, une réunion à Addis Abeba, la première réunion du mécanisme conjoint de vérification avec les Rwandais, où il était question de discuter, et c'est prévu dans l'accord, des mécanismes ou des règles qui vont permettre à ces mécanismes conjoints de vérification de fonctionner. Il y a eu déjà donc des réunions qui illustrent qu'il y a évidemment des pas qui sont faits vers l'application de l'accord, mais c'était un accord qui a été obtenu, on sait dans quel contexte cela a été obtenu, mais nous savons aussi que ceux qui sont en face n'ont pas toujours la volonté d'aller vers la paix, sinon on serait déjà arrivé là. Mais ici, il faut considérer que nous faisons de progrès, peut-être pas suivant le calendrier qui a été convenu, parce qu'il y a d'autres contraintes qui sont prises en compte, mais je crois que globalement, pour ce qui concerne l'accord de Washington, les rendez-vous pris de la commission de supervision, le rendez-vous pris pour le comité, les CIR, le cadre d'intégration économique régionale, ou encore la réunion de mécanisme, les premières réunions ont déjà été tenues, ce qui est la preuve que nous allons dans la bonne direction. Mais que par la suite, peut-être que le vice-premier ministre pourra rebondir dessus, mais lorsqu'on parle par exemple de retrait, mais il ne faut pas oublier que les M23, c'est une brigade de l'armée rwandaise qui combat en RDC. Donc, est-ce qu'on peut parler de retrait de troupes rwandaises, même si le ministre des Réseaux sociaux va bondir sur le sujet pour essayer de faire la démarcation, mais militairement, tous les rapports l'attestent que les M23 n'opèrent que parce qu'il y a des renseignements rwandais, parce qu'il y a
des munitions qui viennent du Rwanda, parce qu'il y a des plans opérationnels qui viennent du Rwanda. Et donc, dans un processus de retrait, évidemment qu'il y aura sûrement de points d'interaction, parce qu'il s'agit en réalité de la même armée. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire à ces propos. Les processus, il n'est pas du tout mort, il continue, et on attendra de voir ce que Doha va donner pour être sûr que sur le plan diplomatique, nous avons l'attelage qu'il faut, les accords qu'il faut, voir comment on l'implémente avec des responsables des actions qui sont bien désignés. On termine en Lingala avec Fabrice. Matondi mingi Thomas Patrick Mouyaya, Zambie, nazali na mituna mibale, na mwana mboka Jacques Chabani, ozali bongo, ondele mboka ekolo Congo démocratique. Zambie tango bandaki mosala na yo, tomonaki yo bongo kokende kofungola misala ya babilo ya la pulusu. Zambie po ba travailler na lolengi moko ya malamu. Nzokande misala yango etelema omeko limbo la biso nanu. Na mambi lina mutuna mibale ezali mbongo oyo la pulusu parulage bazwaka bongo na balabala ekendaka na libenga ya leta tope na bapoche na bango. Mutuna na mwana mboka Patrick Mouyaya ozali bongo molobeli ya mbula matala ekolo Congo démocratique. Zambie na bitumba lié tozalaki bongo na bafront ebele ya média pe ya justice. Bofundaki bongo Rwanda kosamba kuna na likita Union africaine boni likambuli na esuki boni matonini. Merci. Nakanisi na motuna otuni audience et Salamaki. Je pense qu'audience a libosé Salamaki na Arusha et je pense que l'affaire peut statuer. Torozonga wa na ministre à justice na Mikolo Zalikoya aroza na occasion ya kolimbola. Eza occasion pour nanga robeta c'était eza te potoza na ba processus ya ba discussion pour na reluka solution que front judiciaire tobo sanyango parce que bao babomi mikolo eleki na ruchuru bao babomi bandeko na biso ba utukuna bango pe il faut ba répondre bao yo bazo continuer koboma na Bukavu topé na Nord Kivu mikolo nyonso tozolandela bango boye bake moment à Kosamba et Kokoma. Donc, Awa, il ne faut pas considérer qu'on va sacrifier la justice au profit de la paix. La justice fait partie des piliers. Ceux qui tolingi tozala kimia. En tout cas, côté wana, bozala na motema kokita tozonga wana, ministre d'État, ministre à justice, akoya kolimbo le labiso penza makasi stratégie otozanango na front judiciaire. Voilà. VPN. Oui, ndeko journaliste tuninga likambu ya ba souciat na initiative tozwaki na ebandeli ya bozwi ministère responsabilité na ministère ya intérieur na koyebisa yo ke musala wana ezali musala tozali ko continuer na yango. Effectivement constat tosala ki tango to bandaki musala na ministère ya intérieur ezalaki que ba police na biso e bandako sala na ba condition ya musala ya malamu te. Na ndenge etali ba bureau na bango yango to bandaki initiative na ville ya Kinshasa na ba ezaki beaucoup plus na côté ya Funa pe ya Changu ya solo tozwaki mwa ba difficulté na niveau ya chaîne de dépenses kozwa financement pour na refinaliser ba projet wana mais difficulté wana ici ezui solution. Et soit qui solution tout d'abord na niveau ya pas ministère Italie chaîne de dépenses budget na finance mais par la suite toye ko présenter na niveau ya Assemblée nationale loi ya programmation ya police où ils allaient ko s'étaler sur les 5 prochaines années et na kati ya loi ya programmation ya police tozali na budget assez consistant au Italie construction na réhabilitation ya ba infrastructure à police yango avec budget wana na kanisi inquiétude et cause à la lisusu te d'ailleurs lobby tozana réunion
na vice-premier ministre ya budget pour la commission budgétaire toko se rassurer que ba budget nyonso wana oyo biso tosengaki pona ko matisa niveau ya police na biso et cause la mise à disposition du ministère auto sala musala na biso. Donc après nakanisi bandeko ya Kinsuka baye komona biso to lancer pe côté wana réhabilitation ya ba associate mususu, c'est pour dire que zali volonté ya chef de l'état pe ya gouvernement ya république na biso nécessité ya kopé sa police na biso ba moyen nyoso pour musala et ça dans les meilleures conditions. Et à la ba associate et à la mobilité na bango et à la équipement et à la armement. Kota la likamaba associate même na province ya Okatanga tosi to lansaki yango pe bazo sala yango d'ici pe ba rozwa ba associate ya sika ya bien. Et de même que na province ya Lolaba tozo lingato bandango pe awa na Congo central. Donc c'est un programme ezali programme munene ya gouvernement de la République oyo eko s'exécuter même si ba difficulté ezali bo rassurer ba population au balandakabino que ekosalema d'ici en tout cas maximum 2 ans au grand maximum torozana police yasika. Mais dans les mois qui viennent déjà population na biso a komona de façon assez visible changement même ya comportement ya police awa na linko loba makamo etali police na biso ya roulage bizaleli ya mabe ezali tozali ko condamner yango il y a quelques mois tout ça là qui na bango séminaire ya capacitation ya ba agent ya police de roulage. Nous sommes revenus na ba bizaleli ya mabe na bango ya kozwa kambongo ya ba concitoyens, mais effectivement ba amende soko futi ba amende na yo na ba condition normale ba pesio quittance yeba ke mbongo wana ekokende na compte ya l'état. Mabe pe utaka epa na biso moko ba chauffeur ba conducteur to linga kokende tina suka ya procédure à contravention te on aussi la na awa soko yebisi ye tosi la na awa yo po memie na complicité wana ya bizaleli ya mabe mais soko futi quittance na yo bongo yokokoma na libenga ya l'état na compte public ya l'état et ça va produire ses fruits oyo et sengeli produire. Voilà, merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre. C'était lent mais utile parce que c'est un peu le briefing de la rentrée où on a eu l'occasion de faire le tour des différents sujets, notamment des efforts consentis pour une rentrée scolaire apaisée, des hommages rendus à nos vaillants officiers, mais aussi survoler la situation sécuritaire générale du pays et dire un mot sur les différents processus. Tout a sûrement été dit, monsieur le vice-premier ministre, sauf si vous avez un petit mot pour clôturer. Oui, je crois que dans l'ensemble, tout a été dit. C'est la semaine de la rentrée scolaire, qui était une semaine avec beaucoup d'inquiétudes. Et le plus important pour la semaine ici, c'est que nos enfants sont aujourd'hui à l'école. Tout à fait. Et la rentrée s'est passée sans incident majeur. Et c'est le plus important. Voilà, on va terminer cet exercice de redevabilité en rendant hommage. Vous avez tous suivi hier que nous, les journalistes, pas seulement, mais toute la grande communauté scientifique congolaise, avait appris la mort du prof Malembe Tamandiak, 89 ans, on m'a dit aujourd'hui, pas 88, parce qu'il avait déjà dépassé son anniversaire au mois de mars dernier. Et dans cet ordre, j'ai reçu cet après-midi les recteurs de l'IFASIC, que j'ai chargé de s'occuper d'organiser les obsèques. Évidemment, je me suis concerté avec la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. Donc, les moments venus, tous ceux qui sont passés par l'ISTI, devenu IFASIC, puis UNISIC, nous devons rendre hommage à ces baobabs, à ces symboles justement de notre métier. Je pense que vous tous, vous aurez le moment venu l'occasion
d'être au courant du programme. C'est l'occasion pour nous ce soir, dans le cadre de cet exercice de redevabilité sur la RTNC, dont il a été le premier rédacteur en chef, de lui rendre nos premiers hommages en attendant l'organisation des obsèques. C'est sur cette note que nous terminons l'exercice de ce soir. Bonne soirée chez vous. Merci.